Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, et c'est Pauline qui va nous diriger dans la diffusion de ce PowerPoint. Donc, la Gazette des communes formation, c'est plus de 20 ans d'expérience dans la formation de toutes les collectivités, que ce soit les collectivités, les communes, les intercommunalités, les conseils généraux, les conseils régionaux, et puis plus de 300 programmes de formation chaque année, avec plus de 1500 sessions qui sont programmées sur différentes thématiques que vous voyez à l'écran, le management, les ressources humaines. Vous êtes nombreux ce matin, responsables ressources humaines, DRH, responsables relations sociales, à nous avoir rejoints et je vous en remercie. Mais donc aussi sur tout ce qui va être numérique, intelligence artificielle, beaucoup de programmes qui vous sont dédiés à ce niveau-là. Administration générale et juridique, marché public, action sociale. Donc voilà, nous sommes à vos côtés et nous vous formons sur les thématiques qui vous sont les plus prégnantes et qui vous préoccupent. Et puis, si on devait citer quelques formations phares qui vont vous intéresser et qui sont vraiment dans l'actualité, donc on a des formations sur l'intelligence artificielle, en faire un levier de la performance RH. Tout ce qui est formation sur l'exercice du droit syndical dans la FPT, qui évolue et qui va aussi nous concerner ce matin. Et puis enfin, la formation dont nous allons discuter, et la slide suivante vous en détaille le programme sur l'organisation des élections professionnelles 2026 pour avoir effectivement un cadre juridique et des bonnes pratiques pour que toute cette organisation soit réussie. Nous avions d'ores et déjà prévu une session en novembre, mais qui va sans doute être reportée au mois de décembre pour que vous puissiez en prendre connaissance d'ici là et vous inscrire afin vraiment d'être dans le cadre juridique qui se doit d'ici le mois de janvier. Donc, c'est pour ça que nous en parlons ce matin et nous sommes pour cela. Alors, Pauline, l'affichage de votre écran, en fait, on voit une double. Donc, si vous pouvez, dans les paramètres d'affichage de votre PowerPoint, cliquer sur la petite icône qui vous permet, donc, tout en haut, paramètres d'affichage. Et normalement, il va vous proposer de n'avoir qu'une slide à la fois plutôt que de voir la slide qui suit. Tout en haut dans le menu noir, vous allez afficher la barre de tâches, paramètres d'affichage ou fin du diaporama. Au-dessus de votre PowerPoint dans le menu noir. Oui, tout en haut. Alors attendez. Voilà. Et là, il va vous proposer mode diapo unique ou je ne sais plus comment ça se passe. Mais donc, le temps que Pauline réalise son affichage, nous sommes en sa compagnie, donc Pauline Armand, qui est du cabinet Adaltis, qui est un cabinet qui est spécialisé. C'est parfait, Pauline, merci. Et vous pouvez du coup passer à la slide suivante. Spécialisé en droit public depuis plus de 50 ans maintenant. Un cabinet qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille et à Rennes. Mais si je devais en citer d'autres, il est également présent en Chine, à Pékin et à Shanghai. Et Pauline donc, est spécialisée, elle, en droit social et fonction publique, droit institutionnel des collectivités territoriales et de leur regroupement, et puis droit de l'intercommunalité. Donc, c'est vraiment l'experte qui va nous guider ce matin à travers ce webinaire sur le renouvellement général des instances de dialogue social dans les 3 versants de la fonction publique. Donc, instance dont le vote a été fixé au 10 décembre 2026 et donc vous allez avoir des échéances à respecter dès le mois de janvier prochain. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à lui poser vos questions via le petit point d'interrogation que vous avez sur le menu et je lui relayerai en fin d'intervention. Et d'ici là, je lui laisse la parole. Bon webinaire à tous. Pauline, c'est à vous et à tout à l'heure pour les questions. Très bien, merci beaucoup.
Bonjour à tous. Donc, effectivement, on est réunis aujourd'hui pour un webinaire d'environ une petite heure sur la question des élections professionnelles qui vont bientôt être là, hein. On a un petit peu de temps, mais les échéances vont s'accélérer à compter de janvier 2026. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous rappeler ces grandes échéances qui vont arriver et puis vous alerter voilà, sur les différentes dates sur lesquels vous allez devoir être vigilant pour pouvoir vous mettre en ordre de bataille assez rapidement et ne pas vous laisser déborder par le quotidien et par les autres dossiers que vous aurez à gérer sur cette année 2026. Donc, sur le plan, je vais d'abord assez rapidement, hein, parce que je pense que les connaissances sont déjà acquises sur ce sujet, mais je pense que c'est quand même important de revenir sur les trois instances qui sont concernées par les élections professionnelles, le CST, la CAP et la CCP. Et puis ensuite, on va revenir sur le calendrier des opérations électorales. Alors, l'objectif, ce n'est pas de revenir en détail dans toutes ces étapes, hein, mais c'est vraiment juste de vous donner des petits points d'attention sur voilà, les grandes dates, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce que ça implique, voilà. Et puis après, pour le détail, il faudrait avoir plus de temps, mais en une heure, ça nous permettra quand même déjà de balayer certains sujets. Un petit focus sur la participation du syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales au scrutin. Et puis, le dernier point sur le vote électronique qui est a priori quand même le plus gros changement par rapport aux élections de décembre 2022. Si vous avez participé à ces élections, vous avez été amené à les organiser, c'est vraiment là-dessus qu'on a une grosse réforme enfin, oui, une grosse modification en tout cas des textes sur le vote électronique. Donc, sur la première instance qui est concernée par ces élections professionnelles de décembre 2026, c'est le comité social territorial, qui remplace les ex-comités techniques paritaires et qui sont chargés donc d'examiner toutes les questions qui vont être relatives aux questions collectives du travail, aux conditions de travail, donc tout ce qui est réorganisation de services, restauration du régime indemnitaire, modification de la réglementation sur le temps de travail. Toutes ces questions-là, c'est le CST qui va être compétent. Il y a des questions obligatoires sur lesquelles il doit être consulté, des questions sur lesquelles il va être amené à débattre et puis des questions sur lesquelles il est simplement informé chaque année des évolutions. Là, nous avons réinséré les dispositions qui s'appliquent, mais voilà, vous pourrez les consulter, le cas échéant. Avec la petite particularité, c'est que le CST contient, en fonction de l'effectif de la collectivité de rattachement, une formation spécialisée sur toutes les questions qui sont relatives à la protection de la santé physique et mentale, la sécurité des agents dans leur travail, l'organisation et les conditions de travail. C'est les formations spécialisées, anciens CHSCT, qui sont spécifiquement compétents sur certaines attributions qui sont limitativement énumérées. Si cette formation n'existe pas, bien évidemment, c'est le CST qui est compétent. Le CST doit être créé dans chaque collectivité ou établissement. Alors, peut-être pour résumer ou simplifier les choses, je parlerai de collectivité, mais à chaque fois que je parle de collectivité, il faut aussi comprendre que je vise également les établissements publics et pas nécessairement que les collectivités territoriales. Donc, un CST doit être constitué dans chaque collectivité et établissement qui emploie au moins 50 agents, ou aussi auprès de chaque centre de gestion ou centre interdépartemental de gestion qui emploie au moins 50 agents. Ce seuil des 50 agents, il est apprécié au 1er janvier de l'année. Donc, au 1er janvier 2026, on va effectivement regarder si on emploie au moins 50 agents pour déterminer si on doit créer un CST. Ce CST, il va être mis aussi également en place à chaque fois qu'on va franchir le seuil de 50 agents au cours de la période de 2 ans et 9 mois qui suit le renouvellement général. Si on est au-delà de cette période de 2 ans et 9 mois, on attendra le prochain renouvellement pour mettre en place le CST. Lorsque le CST, l'effectif de la collectivité qui a mis en place un CST devient inférieur à 50 agents, on garde le CST en place et on réexamine la situation au moment du renouvellement général. Et petite particularité, c'est lorsqu'on a un effectif qui réduit de manière tellement importante ou qu'on a des représentants titulaires du personnel qui sont inférieurs à 3, dans ce cas-là, l'organe délibérant peut dissoudre le CST et réorganiser des élections anticipées pour pouvoir avoir un nouveau CST.
et le cas échéant, s'affilier au CDG, se rattacher au CST du CDG. Pour la formation spécialisée que j'ai évoquée tout à l'heure, donc qui remplace les anciens CHSCT, cette formation spécialisée a vocation à être créée dans chaque collectivité ou établissement public qui emploie au moins 200 agents. Donc, soit on est en dessous de ce seuil de 200 agents, et dans ce cas-là, c'est le CST qui est compétent pour assurer les attributions de la formation spécialisée, soit on est au-dessus de 200 agents, et dans ce cas-là, on crée une formation spécialisée. On doit également créer une formation spécialisée quand on est dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours, peu importe le nombre d'effectifs. Et puis, on peut avoir des formations spécialisées qui vont être constituées dans des collectivités ou établissements employant moins de 200 agents lorsqu'on a des risques professionnels particuliers. Et de la même manière, on peut créer des formations spécialisées propres à des services en particulier lorsqu'on a des risques professionnels particuliers. Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée ne sont pas élus lors des élections. En fait, ils vont être désignés à la suite des élections au CST. Pardon. Concernant la commission administrative paritaire. Donc, la commission administrative paritaire, elle examine, cette fois, les questions qui sont individuelles, les questions propres à chaque agent et non pas les questions collectives. L'exemple assez classique, c'est notamment la commission administrative paritaire qui se siège en conseil de discipline, à la fois pour les sanctions, les sanctions les plus graves qui vont être prises à l'encontre des fonctionnaires, ou également en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle. La CEP est également compétente pour d'autres questions individuelles. Alors, le spectre de son intervention s'est largement réduit avec les différentes réformes qui sont intervenues ces dernières années, mais elle reste compétente sur un certain nombre de questions qui sont limitativement énumérées dans les textes. On a une CAP qui est créée pour chaque catégorie A, B et C. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a un agent qui voit sa situation examinée, il ne verra sa situation examinée que par ses pairs, entre guillemets, personnes donc, qui relèvent de la même catégorie hiérarchique que lui. Pour les collectivités dont l'affiliation au CDG est obligatoire, dans ce cas-là, et qui emploient moins de 350 fonctionnaires, elles relèvent de la CAP de centre de gestion. Pour les collectivités dont l'affiliation n'est pas obligatoire, elles vont pouvoir décider soit de créer leur propre CAP, soit de se rattacher à la CAP du centre de gestion. Les commissions consultatives paritaires, elles, sont compétentes pour toutes les questions individuelles qui sont prises à l'égard des agents territoriaux qui sont recrutés dans le cadre d'un contrat. À la différence des CAP, ici, on n'a pas de CCP propre à chaque catégorie. On a une CCP qui réunit toutes les catégories A, B et C et qui donc va être amenée à pas forcément examiner des situations d'agents qui relèvent de la même catégorie hiérarchique. Une CCP, comme pour la CAP, est créée auprès de chaque collectivité. Donc, soit quand on a une collectivité qui est obligatoirement affiliée, c'est la CCP du centre de gestion qui est compétente, soit lorsqu'on a des collectivités qui ne sont pas affiliées obligatoirement. Dans ce cas-là, elles peuvent soit créer leur propre CCP, soit se rattacher à la CCP du centre de gestion. On en vient aux éléments les plus importants de ce webinaire, c'est la question du calendrier des opérations électorales. Bon, la première question à se poser, c'est quand est-ce qu'elles auront ces élections? Et l'arrêté qui fixe la date des prochaines élections est intervenu le 2 juillet 2025 et fixe au 10 décembre 2026 la date du scrutin. Donc, l'échéance à laquelle vous devez bien penser, c'est 10 décembre 2026, date des élections professionnelles. Avec la petite particularité que si on a recours au vote électronique, donc dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ce n'est pas obligatoire, alors que dans la fonction publique d'État, c'est obligatoire. Dans la fonction publique territoriale, donc, le vote électronique n'est pas obligatoire, mais si l'on souhaite recourir au vote électronique, le scrutin doit se dérouler sur une période qui ne peut pas être inférieure à 72 heures et supérieure à 8 jours. Et dans tous les cas, le vote électronique doit se terminer le 10 décembre. Donc, du coup, vous devrez adapter vos opérations électorales par rapport à ce calendrier, cette date butoir du 10 décembre, et puis ce délai qui doit être au moins de 72 heures avant le 10 décembre, et qui peut au plus être de 8 jours avant le 10 décembre.
Donc ça, c'est la dernière échéance de notre calendrier, c'est la dernière étape. Mais avant d'arriver à cette étape du 10 décembre, il y a un certain nombre d'échéances qu'il va falloir respecter tout au long de l'année 2026. La première échéance, c'est la question du 1er janvier de l'année de l'élection. Alors, ce n'est pas vraiment une échéance au sens propre, comme on va l'évoquer après, mais c'est plutôt le 1er janvier, c'est la date de référence qui va vous permettre de déterminer, d'examiner à cette date-là les effectifs que vous avez et qui va vous permettre donc de déterminer si vous dépassez le seuil des 50 agents, qui va ouvrir obligatoirement la création d'un CST, qui va vous permettre également de déterminer le nombre de candidats à élire et le nombre de sièges à pourvoir, et qui va vous permettre aussi également d'apprécier la part respective des hommes et des femmes dans la collectivité, qui va être un élément déterminant pour les organisations syndicales pour constituer leur liste de candidats. Donc, c'est le 1er janvier, on regarde à la fois l'effectif et à la fois la part respective des hommes et des femmes. Avec la petite précision que le texte est venu prendre en compte cette situation où on pourrait avoir une variation d'effectifs au cours des 6 premiers mois de l'année. Dans ce cas-là, on va pouvoir prendre en compte la date du 10 août 2026 pour apprécier les effectifs et la part respective des hommes et des femmes. Le 15 janvier de l'année d'élection, l'autorité territoriale doit communiquer au sein des gestions les effectifs, le nombre d'effectifs qu'elle emploie au sein de sa collectivité. Donc, on va dire entre le 1er janvier et le 15 janvier, vous allez récolter ces informations pour les communiquer au plus tard le 15 janvier au centre de gestion. Ensuite, entre mi-janvier et 10 juin, on n'a rien d'extraordinaire qui va se passer. On va juste organiser les élections, mais vous n'avez pas de date butoir et d'échéance particulière à respecter. En revanche, 6 mois avant la date du scrutin, donc le 10 juin 2026, comme on part sur une date de scrutin au 10 décembre 2026, vous allez devoir communiquer aux syndicats et aux sections syndicales qui vous ont fourni les informations qui sont prévues par le Code général de la fonction publique, un certain nombre d'informations, c'est-à-dire les effectifs de fonctionnaires et de contractuels, travail que vous avez fait en début d'année et qui est déterminé par rapport à la date du 1er janvier 2026, et la part respective des hommes et des femmes. C'est très important parce que c'est ces informations-là qui vont leur permettre de constituer la liste des candidats. Donc, il faut être vigilant sur cette date du 10 juin 2026 parce qu'au plus tard, avant cette date-là, il faut avoir communiqué ces informations. Petite précision, ces informations, vous devez les communiquer aux syndicats et aux organisations syndicales, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous ont fourni les informations qui sont prévues par le Code général de la fonction publique, à savoir qui vous ont communiqué leur statut et la liste des responsables de l'organisme syndical. Donc ça, c'est la date du 10 juin. Également, donc, et ce qui concerne pour la CAP et les CCP. Pour les élections au CST, vous avez également cette date du 10 juin qui doit être impérativement respectée, puisque avant le 10 juin, ou plus tard le 10 juin, vous devez avoir fixé le nombre de représentants du personnel au sein du CST. Cette fixation intervient par délibération de l'organe délibérant après avoir consulté les organisations syndicales. Donc, au plus tard, au 10 juin, vous devez avoir pris une délibération qui fixe le nombre de représentants du personnel et vous devez communiquer cette délibération ainsi que les effectifs et la part respective des hommes et des femmes à vos organisations syndicales, toujours les mêmes, celles qui vous ont communiqué les informations, les statuts et la liste des responsables de l'organisme syndical. À cette même date, enfin à ce même moment, vous devez vous positionner sur la question de savoir si lorsque vous allez solliciter le CST, vous allez également devoir recueillir l'avis des représentants de la collectivité. Parce que je le rappelle, aujourd'hui, on a un CST qui n'est plus paritaire dans le sens où, par principe, on recueille l'avis des représentants du personnel. Les représentants de la collectivité sont présents, mais on ne recueille pas nécessairement leur avis. Et donc, vous devez, 6 mois avant la date du scrutin, décider si, à compter du renouvellement général du CST, vous allez recueillir également l'avis des représentants du personnel. Et cette délibération, bien sûr, elle doit être communiquée aux organisations syndicales. Après cette date du 10 juin 2026, vous avez la date du 11 octobre 2026 comme date à retenir. Cette date, c'est la date à laquelle, au plus tard, vous devez afficher la liste électorale. Donc, qu'est-ce que c'est que cette liste électorale? C'est la liste des électeurs.
Cette liste des électeurs, c'est l'autorité territoriale, donc le maire, le président de l'EPCI, le président ou la présidente du centre de gestion, qui vont être compétents pour l'établir le plus rapidement possible, avec comme date de référence cette date du scrutin. Donc ici, c'est 60 jours avant la date du scrutin. Vous devez avoir établi votre liste électorale et l'afficher dans les locaux de la collectivité. Cet affichage va permettre aux électeurs, donc aux agents de votre collectivité, d'identifier et de vérifier qu'ils sont bien présents sur la liste et, le cas échéant, de faire ce qu'on appelle une demande de rectification. Parce qu'effectivement, donc 50 jours, jusqu'à 50 jours avant la date du scrutin, donc entre le 11 octobre 2026 et le 21 octobre 2026, les agents qui ne seraient pas sur la liste ou ne seraient pas au bon endroit sur les listes vont pouvoir vous solliciter pour procéder à des rectifications, modifications et, le cas échéant, faire des réclamations. S'ils ne font pas cette demande de modification dans ces délais-là, derrière, la liste est définitive, elle ne peut plus faire l'objet de modifications ou rectifications, sauf s'il y a un événement postérieur qui viendrait leur faire perdre la qualité ou leur faire retrouver la qualité des électeurs, mais ils ont ce délai de 10 jours qui va leur permettre de contester. Ça veut dire aussi que vous, pendant ce délai de 10 jours, vous allez devoir répondre à des demandes de rectification, de modification, et vous aurez un délai de 3 jours pour y répondre. Donc, c'est des délais qui vont assez rapidement après s'enchaîner et vont vous mobiliser assez rapidement sur octobre, novembre, décembre. Étant précisé, là j'ai sauté une slide, la liste des électeurs, donc du coup aux différentes instances. Alors, elle est globalement la même au CST, CAP, CCP, mais il y a quelques petites particularités qui sont propres à chaque instance. Donc au CST, vous avez son électeur, donc son pouvoir voter les agents qui exercent leur fonction dans le périmètre du CST et qui sont en position d'activité ou de congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité auprès duquel on va avoir l'élection. Pour les fonctionnaires d'état stagiaires, ils ne peuvent être électeurs que s'ils sont en position d'activité ou en congé parental. Et pour les agents contractuels de droit public ou de droit privé, ils doivent bénéficier d'un CDI ou alors depuis au moins 2 mois d'un CDD d'une durée minimale de 6 mois. Pour les agents mis à disposition des organisations syndicales, ils sont électeurs dans leur collectivité d'origine. Et pour les agents qui sont mis à disposition ou détachés auprès d'un GIP ou d'une autorité publique indépendante, ils sont électeurs dans leur collectivité ou leur établissement d'origine. Pour la CAP, sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet, qu'ils soient en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Les fonctionnaires sont mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale et les fonctionnaires en détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et à la fois dans leur situation d'accueil. Sauf si c'est la même situation, la même commission qui est compétente. Dans ce cas-là, ils ne vont pas voter 2 fois pour la même commission. Et pour les CCP, donc les commissions consultatives particulières, sont électeurs les agents qui bénéficient d'un CDI, ceux qui bénéficient depuis au moins 2 mois d'un CDD d'une période minimum de 6 mois et ceux qui et d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois et qui exercent leur fonction ou sont en congé rémunéré ou parental. Et pour les agents mis à disposition, ils sont électeurs dans leur collectivité d'origine. Donc, si on récapitule, 60 jours avant la date fixée pour le scrutin, 11 octobre, on établit la liste électorale et on la publie. Et après, jusqu'à 50 jours avant le scrutin, les agents peuvent demander à faire rectifier cette liste électorale. Une fois qu'elle est rectifiée, une fois que le délai du 21 octobre est dépassé, il n'y a plus de modifications qui peuvent intervenir, sauf si c'est un événement postérieur qui justifie cette modification. Ensuite, vous avez donc à partir du 29 octobre, enfin au plus tard au 29 octobre, la date de dépôt des listes par les candidats. Donc c'est pour ça qu'en fait, dès juin 2026, vous devez avoir informé les organisations syndicales des effectifs et de la part respective des hommes et des femmes, parce qu'au 29 octobre 2026, ils vont avoir déposé leur liste de candidats. Donc au plus tôt vous allez les informer de ces informations-là, au plus tôt ils vont pouvoir se préparer aux élections professionnelles. Donc, ce dépôt de liste de candidats peut être réalisé par des organisations syndicales qui doivent respecter quelques conditions.
La première, soit ce sont des organisations de fonctionnaires qui sont dans la fonction publique légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et qui satisfont aux critères de valeur républicaine ou d'indépendance. Mais les textes prévoient également que ça peut être une organisation plus récente, plus jeune, les nouvelles organisations, dès lors qu'elle va être affiliée à une union de syndicats qui remplit ces conditions, c'est-à-dire qui est légalement constituée depuis au moins 2 ans, à compter du dépôt légal de ces statuts et qui satisfait aux critères de valeur républicaine et d'indépendance. Et sous réserve que, bien sûr, la nouvelle organisation ait déterminé et posé des statuts qui déterminent le titre et qui prévoient l'existence d'organes dirigeants qui vont pouvoir être les interlocuteurs de la collectivité territoriale. Les organisations syndicales qui sont affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes. En revanche, on peut avoir des listes communes à plusieurs organisations syndicales. Dans cette hypothèse, il faut que les organisations syndicales déterminent au moment où elles vont déposer leur liste commune comment on répartit les suffrages exprimés entre elles. Et à défaut, on aura une répartition à parts égales. Pour les conditions d'éligibilité, parce que donc du coup, lorsque votre organisation syndicale va déposer la liste des candidats, elle va ne pouvoir inscrire sur les candidats que les personnes qui sont éligibles. Vous avez à peu près les mêmes conditions. Donc, pour être éligible, il faut déjà être électeur et avec la petite particularité que tous les agents qui sont en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ne peuvent pas être éligibles, que ce soit au CST, à la CAP ou à la CCP, parce qu'on considère effectivement qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer pleinement leur mission. Ne sont pas non plus éligibles les agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonction d'au moins 16 jours, sauf s'ils ont été amnistiés ou si on a ôté la mention de la condamnation dans leur dossier, la sanction, pas la condamnation. Et puis, ne peuvent pas non plus être éligibles les agents qui sont frappés d'une des incapacités qui est prévue par le Code électoral, à savoir l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité. S'agissant du dépôt des listes, vous savez, les organisations syndicales vont avoir un certain nombre de formalités à respecter et notamment, donc, chaque liste doit comporter un délégué de liste qui peut être candidat ou pas nécessairement, mais c'est très important parce que ce délégué de liste va être l'interlocuteur de la collectivité pendant toutes les opérations électorales. Donc, à chaque fois qu'il y aura un souci, notamment alors au tout début au moment du dépôt des listes, mais également tout au long du scrutin, c'est ce délégué de liste qui va être le représentant de la liste, de l'organisation syndicale, et il est important de pouvoir l'identifier dès le début. Ensuite, chaque liste va devoir mentionner le nom, les prénoms, le sexe de chaque candidat et indiquer le nombre de femmes et d'hommes sur chaque liste. Chaque liste doit également faire l'objet d'une déclaration signée par chacun des candidats et le dépôt de liste va faire l'objet d'un récépissé qui sera donc remis à ce délégué de liste qui est le représentant de la liste et l'interlocuteur privilégié de la collectivité territoriale. Aucun retrait de candidature peut être opéré après le dépôt des listes et aucune liste ne peut être déposée après la date limite de dépôt des fixes, donc qui est 6 semaines avant le scrutin, la date du 29 octobre 2026. Donc, les organisations syndicales, au plus tard au 29 octobre 2026, doivent avoir déposé leur liste et après cette date, elles ne peuvent plus modifier leur liste, sauf petite particularité qu'on va évoquer juste après. À partir du moment où vous avez votre liste la liste des organisations syndicales qui a été déposée, c'est vous qui allez devoir, dans un délai très très court, examiner la recevabilité de ces listes. Parce que ce délai, il est très court, il est de 1 jour. C'est-à-dire qu'à compter du 29 octobre, vous avez la journée du 30 octobre pour vérifier que la liste est recevable et notamment qu'elle a été déposée par une organisation qui remplit les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir exister depuis au moins 2 ans et satisfaire aux critères de valeur républicaine et d'indépendance, ou à défaut être affilié à une union qui remplit ces conditions-là. Et dans ce court délai-là, si la collectivité s'aperçoit que la liste n'est pas recevable ou ne remplit pas les conditions, elle doit en informer très rapidement le délai de liste pour que, le cas échéant, il vienne apporter des précisions. C'est aussi dans ce court délai-là qu'on va avoir la question des listes qui seraient communes ou qui seraient du coup concurrentes qui va se poser et qui va pouvoir être réglée et qui devrait être réglée à ce moment-là.
À compter du dépôt de liste, donc la collectivité doit effectivement vérifier que les organisations syndicales qui l'ont déposé remplissent bien les conditions, mais l'autorité territoriale doit également vérifier que les candidats qui figurent sur cette liste remplissent les conditions d'éligibilité. Donc là, on a un petit peu plus de délai, mais c'est aussi un court délai puisque dans les 5 jours qui suivent le dépôt de la liste, l'administration doit vérifier la recevabilité et l'éligibilité des candidats. S'il y a des difficultés particulières, à nouveau, c'est les délégués de liste qui sont les interlocuteurs privilégiés de l'autorité territoriale et qui vont recevoir les informations, les demandes de rectification. Et à défaut de rectification, l'autorité territoriale va radier les candidats qui figurent sur la liste et qui ne seraient pas éligibles ou qui ne rempliraient pas les conditions. Et donc, du coup, soit la liste est encore recevable parce qu'elle satisfait le nombre de candidats, soit elle n'est pas recevable. Et dans ce cas-là, la liste ne peut pas se présenter. Les listes des candidats sont ensuite affichées dans la collectivité pour permettre à chaque agent et électeur de pouvoir en prendre connaissance. Et cette liste, donc du coup, elle doit être affichée dans les 2 jours qui suivent le dépôt de statut. Donc vous avez le dépôt des statuts au 29 octobre 2026. Vous avez un jour pour vérifier la recevabilité de la liste de candidats et non pas les conditions d'éligibilité des candidats, mais la recevabilité de la liste. Et après, vous devez afficher la liste. Et puis à chaque fois que vous allez procéder à une modification, notamment dans le délai de 5 jours qui suit pour pouvoir vérifier que les candidats sont bien éligibles, vous devez afficher notamment toutes ces modifications et rectifications qui devront intervenir. Ensuite, vous avez l'affichage de la liste des candidats des agents qui vont être admis à voter par correspondance et cet affichage doit intervenir au plus tard le 10 novembre 2026. Et les agents doivent être informés qu'ils figurent sur la liste et qu'ils peuvent prendre connaissance de la liste. Cette liste, elle peut être effectifiée au plus tard jusqu'au 25e jour précédant le jour du scrutin. Ensuite, le 10 jours avant la date fixée par le scrutin, donc avant le 30 novembre 2026, l'autorité territoriale doit transmettre à l'ensemble des agents qui votent par correspondance le matériel de vote, donc tout ce qui est bulletin de vote et enveloppe qui vont être nécessaires à leur vote par correspondance. Donc là, je vous ai mis un petit schéma récapitulatif donc des grandes étapes que l'on vient de voir. Donc le 11 octobre, affichage de la liste électorale. Donc 60 jours avant le scrutin, on affiche la liste électorale. 50 jours avant le scrutin, donc avant le 21 octobre, on procède aux dernières rectifications, on examine les réclamations sur les inscriptions ou les omissions de la liste électorale. Et ensuite, on procède à l'affichage des agents admis à voter par correspondance au moins 30 jours avant le scrutin, donc avant le 10 novembre 2026. Autre petit schéma récapitulatif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Au 10 juin 2026 au plus tard, je communique les effectifs et la part respective des femmes et des hommes. Je communique également la délibération sur le nombre de sièges à pourvoir pour permettre aux organisations syndicales de constituer leur liste des candidats qu'elles vont devoir remettre avant le 29 octobre 2026. À compter donc du dépôt des listes des candidats et au plus tard le 30 octobre 2026, je procède à la vérification de la recevabilité des listes et à l'information du délégué de liste si j'ai la moindre difficulté. Le 31 octobre, je procède à l'affichage de la liste des candidats. Le 1er novembre, jusqu'au 1er novembre, je vérifie, j'échange avec les unions de syndicats si notamment il y a des problématiques d'affiliation. Et jusqu'au 3 novembre, je vérifie l'éligibilité des candidats. En parallèle, bien évidemment, dès lors qu'on a décision défavorable qui interviendrait, les organisations syndicales vont pouvoir contester les refus de recevabilité qui seraient opposés par l'autorité territoriale ou les refus d'éligibilité des candidats. Donc là, un schéma un peu plus récapitulatif sur les grandes étapes. Donc 10 juin 2026, on l'a déjà dit, information des effectifs par respective sur des hommes et des femmes et au nombre de sièges à pourvoir. Publication de la liste au 11 octobre, dépôt des listes le 29 octobre, affichage de la liste des agents admis à voter par correspondance le 10 novembre
et le 10 décembre 2026, le scrutin. Et ensuite, après le scrutin, on a la proclamation des résultats et on a le délai de contestation des opérations électorales qui est de 5 jours auprès du président du bureau central de vote. On a une décision du président du bureau central de vote qui doit intervenir dans les 48 heures et ensuite une contestation devant le juge administratif dans un délai de 2 mois. À présent, le petit focus qu'on avait souhaité partager avec vous, donc c'est sur la question de la participation du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales aux élections des représentants du personnel du CST d'une communauté de communes qui a donné lieu donc à un arrêt du Conseil d'État du 26 janvier 2021. Dans cette affaire, le rapporteur public considérait compte tenu de la proximité des titulaires d'emplois fonctionnels avec l'autorité territoriale et de la relation de confiance qu'il y a nécessairement entre l'emploi fonctionnel et la collectivité territoriale, et ben, ces agents, y compris représentants syndicaux, ne pouvaient pas être élus en qualité de représentants du personnel au sein du CST. À la suite de cette décision, et notamment dans le cadre des dernières élections, il y a eu plusieurs contentieux qui sont intervenus. Et aujourd'hui, on a une position du juge administratif qui est un peu différente et qui, pour les élections qui sont organisées au niveau des centres de gestion. Et donc, le juge administratif va considérer qu'au regard des missions et du fonctionnement particulier des centres de gestion et des modalités de désignation des membres du CST, on peut avoir des agents qui occupent un emploi fonctionnel de DG ou de GAS au sein de collectivités affiliées au centre de gestion et qui ne devraient pas être regardés comme des représentants de leur employeur et donc qui pourraient participer en tant que représentants du personnel au CST. Donc aujourd'hui, la participation du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales aux élections des instances du centre de gestion a été admise par plusieurs juridictions du fonds, donc notamment la CA de Toulouse dans un arrêt du 15 janvier 2024, la CA Nancy dans un jugement du 6 juillet 2023 et l'OTA de Nantes dans un jugement du 13 juillet 2023. Et là, demain, on a une audience dans un dossier qu'on suit au cabinet pour lequel on avait déjà eu une position favorable en première instance et qui va donner lieu très certainement également à une position favorable de la Cour administrative d'appel demain. En tout cas, les conclusions nous sont favorables pour l'instant. Donc voilà, le petit focus qu'on souhaitait vous faire sur la question de la participation du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales aux élections au sein des instances rattachées au centre de gestion. Enfin, le dernier point qu'on souhaitait évoquer avec vous aujourd'hui sur ce webinaire, c'est la question du vote électronique. Donc, le vote électronique a fait l'objet d'une assez importante modification par un décret du 6 novembre 2024. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'harmoniser les règles applicables en matière de vote électronique à l'ensemble des trois fonctions publiques, où on avait des règles un peu particulières, un peu différentes selon la fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale. Aujourd'hui, ces règles ont été harmonisées. En revanche, ce décret n'est pas venu remettre en cause le principe que dans la fonction publique d'État, on a nécessairement un vote électronique obligatoire et dans la fonction publique territoriale, les collectivités vont pouvoir décider ou non de mettre en place ce vote électronique. Donc, c'est l'autorité territoriale qui va devoir décider, donc en janvier 2026, au cours de l'année 2026, s'ils souhaitent mettre en place le vote électronique, avec la petite précision que si vous souhaitez mettre en place le vote électronique au sein de votre collectivité, il va falloir quand même anticiper un minimum les choses, puisque il va falloir faire appel à un système qui va permettre ce vote électronique avec des contraintes techniques et financières assez importantes. Et donc, il va falloir anticiper. Vous n'allez pas pouvoir le décider au dernier moment, même si les textes n'imposent pas de date butoir à compter de laquelle vous ne pourrez plus recourir au vote électronique. Les petites particularités de ce décret du 6 novembre 2026, alors, il rend obligatoire le dispositif informatif de secours, mais surtout, il va venir préciser le rôle, les missions et les prérogatives de l'expert indépendant. Effectivement, vous avez, alors, je vais un petit peu passer rapidement, puis je reviendrai peut-être en arrière.
L'une des nouveautés de ce décret, c'est de mettre en place un système d'expertise indépendante avant et après l'organisation du scrutin. Cette expertise indépendante, comme son nom l'indique, est réalisée par une personne, enfin un prestataire tiers qui n'est pas celui qui organise le vote électronique. Et cet expert, il va être chargé d'établir un rapport. Une fois que vous avez tout mis en place, que tous les paramètres ont été effectués, il va venir établir une expertise et va communiquer son rapport d'expertise à la collectivité territoriale qui, à son tour, va le communiquer aux organisations syndicales qui ont déposé une candidature et ce qui va permettre à ces organisations syndicales de s'assurer que tous les dispositifs de vote électronique est bien conforme au cahier des charges, aux règles fixées par le décret et que du coup le vote va pouvoir se réaliser dans de bonnes conditions. Et en complément de ce rapport d'expertise, j'allais dire initial, vous avez un rapport d'expertise final qui devra également être transmis par cet expert indépendant à l'issue des opérations électorales pour s'assurer du bon déroulement des opérations électorales. C'est une donc des nouveautés du vote électronique, du décret du 6 novembre 2024. L'autre petite nouveauté, c'est que le décret va prévoir la mise en place d'une cellule de supervision technique. Cette cellule de supervision technique, elle va être chargée de veiller au bon fonctionnement, à la surveillance du système de vote électronique. Elle va recomprendre des représentants de la collectivité, mais également des représentants des organisations syndicales qui ont déposé une candidature. Elle va aussi comprendre l'expert indépendant, celui dont je viens de vous parler, qui a réalisé la mission d'expertise initiale et qui rend la mission d'expertise finale. Et puis, lorsqu'on recourt à un prestataire extérieur pour mettre en place ce vote électronique, des agents de cet expert. Et l'objectif, c'est d'assister les membres de bureau de vote tout au long des opérations électorales et d'avoir une cellule vraiment d'assistance au cours de cette période. Et en parallèle, vous avez également un centre d'assistance qui va permettre d'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales, de répondre aux membres et de s'assurer du bon déroulement du vote électronique. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Comme je vous le disais, c'est la collectivité territoriale qui va décider si elle recourt ou pas au vote, étant précisé que si elle prend une décision de recourir au vote électronique, il y a un certain nombre de précisions qui devront être indiquées. Il faudra notamment dire si le vote électronique, c'est la seule façon de voter ou si on cumule le vote par correspondance, le vote électronique et le vote sur place. Qui va devoir déterminer le calendrier de déroulement des opérations électorales. Je vous rappelle, au tout début du webinaire, je vous l'ai indiqué, on a un délai une date butoir du 10 décembre pour le vote électronique, mais on a un délai pour le vote électronique qui est compris entre 8 jours avant le scrutin et 72 jours avant. Donc, vous allez pouvoir, dans ce timing-là, pouvoir déterminer sur combien de jours vous allez laisser s'étaler le vote électronique. De la même manière qu'il faudra déterminer les heures d'ouverture, de clôture de scrutin, comment on s'organise, la composition de la cellule de supervision qu'on vient d'évoquer, les modalités de fonctionnement du centre d'assistance qu'on a également évoqué, la liste des bureaux de vote et tout un tas d'autres éléments qui devront figurer dans cette décision. Donc, ce n'est pas seulement la décision de recourir au vote électronique, c'est aussi une décision qui va encadrer, organiser, en plus des dispositions qui sont prévues par le décret, et donc par les dispositions réglementaires du Code général de la fonction publique, qui va organiser ce vote électronique pour qu'il se passe dans les meilleures conditions possibles. Il faudra également préciser selon quelle modalité on va mettre à disposition des agents les candidatures, les professions de foi et comment on va pouvoir accéder à la liste électorale et effectuer son droit de rectification des données. Le décret a aussi vocation à leur rappeler des choses qui sont évidentes, mais qui étaient quand même nécessaires, que le vote électronique, certes c'est un vote électronique, mais on doit quand même pouvoir assurer le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, c'est-à-dire la sincérité du vote, l'accès de tous au vote, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, qu'on ne puisse pas modifier les suffrages exprimés, qu'on ait une séance effective et constante sur tout le scrutin. Voilà, donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte. On doit avoir une confidentialité des données, une traçabilité des données traitées, une confidentialité et une sécurité qui s'imposent à tous. Et donc, c'est dans cette perspective-là que vous devez anticiper votre vote électronique parce que vous devez mettre en place un système qui doit permettre d'assurer le respect de tous ces principes fondamentaux.
Merci infiniment, Pauline, pour toutes ces précisions. Alors, je vous rappelle voilà, que le cabinet Adaltis, en la présence de Pauline aujourd'hui, est vraiment expert sur ces sujets et que c'est évidemment pour ça que nous avons souhaité collaborer avec eux sur la formation dédiée à l'organisation des élections professionnelles de 2026. Donc, merci encore, Pauline. Vous en saurez évidemment bien plus lors de la formation qu'elle anime aux côtés de Jennifer Riffard du même cabinet. Vous l'avez compris, les délais sont courts. On a eu des questions voilà, sur pouvez-vous nous présenter un calendrier rétroactif des étapes. Et ça, encore une fois, je vous invite à venir suivre la formation de Pauline et de Jennifer qui vous permettront effectivement d'avoir un calendrier bien établi des différentes obligations qui vous incombent et que vous devez respecter. Alors, je vais quand même prendre quelques autres questions. Peut-être, Pauline, au tout début de votre intervention, on nous a demandé si les agents en contrat CDDI, donc contrat privé d'insertion, étaient-ils inclus dans le décompte dont vous avez parlé? Alors, j'aurais tendance à dire oui pour le CST. Oui. Et non pour la CAP et la CCP, puisqu'ils n'ont pas vocation à être représentés par ces instances lors des élections, en fait, et lors de l'avis de ces instances. Effectivement. Effectivement. Ensuite, on a eu une question de la même manière sur un statut, on va dire, d'agent en particulier. Un agent en CLM fractionné peut-il être candidat? Eh ben, j'aurais tendance à dire que non, puisque le texte ne va pas dans la précision de est-ce que c'est un CLM fractionné ou pas. Oui, Mais j'aurais tendance, le texte exclut les agents en CLM d'être candidats, donc non, je ne pense pas. Alors, on a aussi parlé de tout ce qui était affichage des listes, etc., au 31 octobre. Sachant qu'effectivement, le 31 octobre cette année tombe un samedi. Donc, est-ce que cela veut dire que cela reporte cet affichage au plus tard au vendredi 30, ou est-ce que malgré tout, le samedi est pris en compte dans la réglementation impartie? Alors, c'était le 31 octobre. Je n'ai pas vérifié, j'avoue, j'ai pris la question, les trois questions à ce propos telles qu'ils étaient. C'est le 11 octobre. Et effectivement, le 11 octobre, c'était un samedi. Non, cette année, c'est un samedi. Donc, l'année prochaine, ça sera certainement un dimanche. Bah, effectivement, le texte ne me précise pas comment on gère la question des samedis et des dimanches. Après, je pense qu'encore une fois, ça va dépendre un peu de l'ouverture de vos services. Si vous avez certains services qui sont ouverts le dimanche, ben, la liste, elle doit être affichée à ce jour-là. Après, c'est une publication et un affichage, c'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer selon que l'on affiche dans les locaux. Donc, au plus tard, idéalement, il faudrait plutôt le faire le 10 octobre ou le 9 octobre pour être sûr qu'on soit vraiment dans les délais et qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Et après, il y a la question de la publication, le cas échéant, si vous publiez via des moyens électroniques, où là, pour le coup, qu'on soit un vendredi, un samedi ou un dimanche, il n'y a pas de difficulté à respecter cette deadline du 11 octobre. Oui, voilà, du moment effectivement qu'on était dans les temps. Et puis, on va peut-être prendre une dernière question. Vous avez parlé en fait pour l'affichage des agents autorisés à voter par correspondance. La personne ne comprenait pas forcément la nuance pour l'affichage des agents autorisés à voter par correspondance. Est-ce que tous les électeurs peuvent le faire ou est-ce que c'est uniquement ceux qui effectivement sont sur l'affichage des agents en question? Alors non, justement, parce que pour voter par correspondance, les textes imposent un respect d'un certain nombre de conditions.
que le cas échéant, on vous détaillera lors de notre formation qu'on vous donne à ce sujet. Donc, Ouais. nécessairement, en fait, et c'est pour ça qu'il faut déterminer la liste des personnes autorisées à voter par correspondance, parce que tout le monde ne peut pas voter par correspondance. Donc, c'est pour ça qu'il y a une liste et c'est que les personnes qui sont sur la liste, qui sont censées remplir les conditions, qui doivent pouvoir donc voter par correspondance. Et donc les agents qui ne seraient pas sur cette liste ne pourront pas voter par correspondance. Ok, c'est effectivement, c'est très clair. Et puis, allez, dernière question, il nous reste 5 minutes. Pour la délibération qui compose nos effectifs, est-ce que cette délibération peut être faite en décembre 2025 ou avec un petit laps de temps en janvier 2026? Alors, attention, la délibération, il n'y a pas de délibération pour les effectifs. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2026, on regarde, en fait, on va, pour déterminer les effectifs et la part respective des hommes et des femmes, et qui vont être des éléments déterminants pour les organisations syndicales pour constituer leur liste, mais aussi pour la collectivité pour savoir combien de sièges sont à pourvoir, on prend en compte la date du 1er janvier 2025, ST26. Donc, on ne peut pas aller regarder en décembre 2025 quels sont les effectifs, puisque ce n'est pas cette date-là qui est intéressante. Il faut déterminer par rapport à la date du 1er janvier 2026. Mais ce n'est pas une délibération, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui fait un état de ses effectifs, de la part respective, et qui communique ces informations-là aux organisations syndicales. La délibération ne concerne que la question du nombre de sièges pour le CST, puisque pour le CST, en fonction des effectifs, vous avez des tranches. Donc pour CST, CAP, CCP, vous avez des tranches. Donc en fonction du nombre de tranches d'effectifs, vous avez un nombre de sièges, mais avec la particularité que pour le CST, vous avez un nombre de sièges compris entre 3 et 5, entre 5 et 7, en fonction de cette tranche d'effectifs. Donc, vous avez le choix d'opter pour 3, 4 ou 5 selon la tranche d'effectifs dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une délibération qui fixe le nombre de sièges et qui, pour le coup, donc, doit intervenir avant le 10 juin 2026 et doit être communiquée aux organisations syndicales, puisque c'est important qu'elles sachent si elles doivent, elles doivent constituer des listes pour pouvoir au mieux 3 sièges, 4 sièges, 5 sièges ou 1 ou 2. Alors oui, mais justement, est-ce que celle en fonction du nombre de sièges peut être faite en janvier vs décembre? Alors, elle ne peut être prise qu'après janvier 2026. Qu'en janvier Ah, d'accord. 2026, Donc avant elle ne peut juin. pas, parce que cette délibération-là intervient par rapport à l'effectif au 1er janvier 2026. Donc, elle ne peut pas être antérieure, elle peut pas intervenir en 2025. Ouais, donc on doit prendre la délibération, si j'ai bien compris votre propos, avant le 10 juin 2026. Oui, entre janvier Ok, 2026 et 10 juin 2026. c'est ça, c'est ça. Et alors, petite question subsidiaire, je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais je la trouve effectivement pertinente malgré tout. Qu'est pas ça si il n'y a pas de candidat? Alors, de mémoire, s'il n'y a pas de candidat, on fait un tirage au sort. Là, je n'ai pas repris le détail des dispositions, mais il y a D'accord. justement un tirage au sort sur la liste. Alors, des fois, ça arrive lorsqu'on a surtout des vacances de liste, mais de mémoire, s'il n'y a pas de candidat, on a un tirage au sort sur les agents de la collectivité, avec une possibilité de refus assez limitée quand même. J'imagine. Bon, eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup d'avoir répondu aux différentes questions. On n'a pas pu répondre à tout, mais encore une fois, je vous renverrai les dates de la formation sur ce sujet animé par le cabinet Adaltis et par Pauline à cette occasion. Donc, n'hésitez pas, lors de cette journée, vous pourrez poser toutes vos questions et être effectivement en règle et en conformité avec à la fois les délais impartis et l'ensemble des publications, des affichages, etc., que vous devez mettre en œuvre durant cette période préélectorale, élection professionnelle. Pauline, je vous remercie encore infiniment de nous avoir accordé de votre temps
Et merci à tous aussi d'y avoir participé et en espérant vous voir sur la formation de Pauline dès le mois de décembre ou au plus tard début 2026 pour que voilà, vous puissiez être totalement en adéquation avec les importantes étapes à respecter. Un très bon appétit à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Merci Pauline, beaucoup à Laurence, bientôt. merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.